L'imposition des mains ne guérit pas de la maladie d'un virus Ebola. Il faut arrêter de faire croire aux gens que l'imposition des mains peut guérir de la maladie à virus Ebola. Il faudrait que l'imposition des mains soit interdite durant toute la période de l'épidémie. Je rappelle que Monseigneur Ambongo, lorsqu'il était archevêque de l'Équateur pendant l'épidémie de Mbandaka, avait déclaré qu'il avait interdit tous les sacrements, toutes les manifestations d'imposition des mains, toute l'utilisation d'eau bénite et dans toutes les églises. Et je demande aux autorités, en tout cas ecclésiales, de toutes les confessions religieuses du Nord Kivu et de l'Ituri, de prendre des mesures identiques, car il est vraiment important de protéger la population. Donc, je vous rappelle... Bonjour à tous. Donc, l'actualité s'est accélérée le dimanche 14 juillet, avec bien sûr la détection d'un cas importé de maladie à virus Ebola ici à Goma. Le risque était attendu depuis 11 mois, depuis la déclaration de l'épidémie. Nous savions que Goma était à risque et nous avons depuis lors continuellement préparé Nous avons continuellement préparé la ville de Goma. Donc, grâce à cette préparation, le cas a été rapidement détecté, le cas a été rapidement isolé. Et grâce à la collaboration de tous, particulièrement des autorités de la ville et de la province, en 72 heures, nous avons pu identifier le premier cercle des contacts et des contacts des contacts du cas qui a été isolé, et ils ont tous été vaccinés. Hier, le comité des experts de l'OMS a déclaré que l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans le Nord Kivu et l'Ituri était une urgence de santé publique de portée internationale. Nous acceptons le constat et les conclusions du comité des experts. Nous voulons cependant signaler que pour nous, l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans le Nord Kivu et l'Ituri est une urgence de santé publique depuis plus d'1 an, et c'est à ce titre que nous nous sommes évertués à la contenir dans les 2 provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Et je pense que nous pouvons saluer le travail de toute la coordination, de toute la riposte qui est parvenue en 11 mois, donc à contenir cette épidémie, même s'il y a eu des cas sporadiques à Bunia, des cas sporadiques en Ouganda. Aujourd'hui aussi un cas à Goma qui, jusqu'à nouvel ordre, est un cas isolé. Donc on peut féliciter les équipes de la riposte qui, en près d'1 an, sont parvenues à contenir ce risque qui était présent depuis le premier jour. Nous espérons aussi que cette décision qui a été prise n'a pas été prise sous la pression de certains pour faciliter la mobilisation des ressources pour les agences humanitaires ou les agences des Nations Unies. Nous insistons sur le fait que la crise Ebola est avant tout une crise de santé publique qui survient effectivement dans un contexte où il y a un système de santé qui a été affaibli, mais c'est d'abord une riposte de santé publique. La riposte Ebola n'est pas une riposte humanitaire. Nous attendons aussi de tous les acteurs qui sont avec nous dans la riposte à plus de transparence, à plus de redevabilité. Il est important, redevabilité financière et également redevabilité opérationnelle. Nous venons de terminer l'élaboration du 4e plan de riposte, le SRP 4, qui a été validé ici à Goma la semaine dernière et qui va couvrir donc la riposte pour les prochains mois. C'est un plan qui a été revu toujours en tenant compte des leçons apprises des premières étapes. Et ce qui est important dans cette riposte, comme je vous le disais, c'est d'insister sur la redevabilité. C'est un plan aussi que nous voulons être le dernier plan
dans cette riposte. Et donc, en fait, c'est un scale-up pour ce qu'on appelle une poussée finale pour mettre fin à cette épidémie. En termes de redevabilité, nous avons identifié 5 critères principaux. Nous attendons de tous les acteurs qui seront impliqués dans la riposte d'avoir une capacité opérationnelle réelle, à la fois en termes de ressources humaines et à la fois en quantité, également en termes d'expertise dans les ressources humaines. Le deuxième critère de redevabilité que nous attendons de tous les acteurs de la riposte, c'est d'avoir une capacité de déploiement sur le terrain réel. Donc participer à la riposte ne consiste pas seulement à être présent dans les réunions à Goma ou dans les sous-coordinations, il faudra que la présence sur le terrain soit effective dans les communautés. Le troisième critère de redevabilité, c'est d'attendre de tous les acteurs de la riposte d'appliquer les principes, les directives établis de façon conjointe dans la riposte. Donc ceux qui sont en charge des piliers doivent appliquer les directives qui ont été validées au niveau de la coordination. Le quatrième critère de redevabilité concerne les ressources humaines. Il y a un barème qui a été établi par le ministère de la Santé. Il y a un manuel aussi de gestion des ressources humaines qui a été élaboré par le gouvernement en collaboration avec la Banque mondiale. Et nous attendons que tous les acteurs de la riposte utilisent aussi ce manuel de ressources humaines pour qu'il y ait de la cohérence dans la gestion des ressources humaines. Et le dernier point, en termes de redevabilité, nous demandons à tous les acteurs de respecter les procédures donc de rapport, de reporting donc des données au niveau de la coordination de la riposte pour pouvoir avoir des bons indicateurs de performance et des bons tableaux de bord. Ça, ce sont donc les critères, ce qu'on attend en termes donc de redevabilité. En ce qui concerne aussi les pays voisins, depuis le début de la riposte, nous sommes en contact permanent, moi personnellement, avec mes collègues de la santé, plus particulièrement ceux de l'Ouganda et du Rwanda. Nous avons échangé au cours des derniers jours. Nous allons nous rencontrer. Une rencontre est prévue d'ici la fin de la semaine avec les deux ministres. Et donc, il est normal que, de leur côté, ils intensifient les mesures donc, de surveillance aux frontières. Dans les déclarations qui ont été faites dans la recommandation du FEC, il n'y a pas de limitation de voyage ni de limitation de commerce, mais il est normal pour tous les pays frontaliers d'intensifier les mesures de surveillance. De notre côté aussi, au niveau de la RDC, nous allons poursuivre les efforts que nous avons déployés depuis 1 an pour intensifier les mesures de surveillance à nos frontières et pour rassurer nos pays voisins. En ce qui concerne la population, je crois que la population doit également être rassurée. Donc nous faisons le maximum pour contenir l'épidémie, pour que le cas de Goma soit un cas sporadique. Mais cependant, nous avons quelques recommandations aussi à faire à la population. Premier élément à tous les habitants de Goma particulièrement, mais également à tous les habitants du Nord Kivu, c'est d'être vigilants et de se dire s'ils ont un membre de la famille ou un visiteur qui revient de la zone d'épidémie, eh bien, s'il est malade, s'il ne se sent pas bien, je crois que vous devez toujours prévenir le numéro vert du Nord Kivu. Donc ça, c'est l'élément le plus important. Si quelqu'un qui vient de Beni Butembo, ou même ici à Goma, s'il ne se sent pas bien, il faut se rendre à l'hôpital, il faut demander le numéro vert. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, ce qu'on attend de la population, si vous êtes identifié comme contact ou contact d'une personne à risque, eh bien, vous devez accepter de vous faire vacciner et il faut accepter également d'être suivi, le protocole de suivi pendant 21 jours. S'il y a un décès et qui est confirmé Ebola positif, l'enterrement doit être digne et sécurisé. Et à ce titre, j'aurai un entretien tout à l'heure avec le gouverneur pour demander que tous les décès dans la ville de Goma soient des décès qui soient déclarés. Et avant tout enterrement, il faut que le test Ebola soit fait pour exclure s'il s'agit d'une contamination ou pas.
Et le dernier élément que j'aimerais insister auprès de la population, ça concerne aussi donc les prestataires de soins dans les hôpitaux. Ils sont formés depuis plusieurs mois. Il y a plus de 3000 qui ont été vaccinés. Nous leur demandons de rester vigilants et d'être attentifs pour toutes les personnes qui arrivent avec des signes suspects de la maladie à virus Ebola. Je souhaiterais en tout cas féliciter le collègue soignant, infirmier, qui, grâce à sa sagacité, grâce à sa vigilance, a pu identifier rapidement le cas et de tirer la sonnette d'alarme. Et grâce à sa vigilance, nous avons réellement pu rapidement prendre les mesures qui s'imposaient. Donc c'est vraiment quelqu'un qu'il faut saluer et que je souhaiterais rencontrer durant mon séjour ici à Goma. Le dernier point que j'allais soulever, ça concerne l'identité du malade, plutôt sa profession. Bon, comme vous le savez, c'était un pasteur. Au cours de cette épidémie, il y a eu beaucoup de pasteurs qui sont décédés. Et je crois que là, je voulais quand même tirer la sonnette d'alarme. Je crois qu'il faudrait que toutes les autorités religieuses de toutes les confessions se rencontrent et fassent une déclaration en disant très bien que l'imposition des mains ne guérit pas de la maladie d'un virus Ebola. Il faut arrêter de faire croire aux gens que l'imposition des mains peut guérir de la maladie à virus Ebola. Il faudrait que l'imposition des mains soit interdite durant toute la période de l'épidémie. Je rappelle que Monseigneur Ambongo, lorsqu'il était archevêque de l'Équateur pendant l'épidémie de Mbandaka, avait déclaré qu'il avait interdit tous les sacrements, toutes les manifestations d'imposition des mains, toute l'utilisation d'eau bénite et dans toutes les églises. Et je demande aux autorités, en tout cas ecclésiales, de toutes les confessions religieuses du Nord Kivu et de l'Ituri, de prendre des mesures identiques, car il est vraiment important de protéger la population. Donc, je vous rappelle également que le cas de Goma est lié justement à un pasteur. Je rappelle également que le cas de l'Ouganda est également une famille d'un pasteur qui avait été le pasteur était décédé à Iwara parce qu'il refusait aussi les soins. Il continuait à faire les pratiques d'imposition des mains. Il est décédé d'Ebola. Il a contaminé sa famille qui est arrivée, qui avait refusé l'enterrement digne et sécurisé. Et c'est cette famille qui avait été interceptée à la frontière avec l'Ouganda. Donc nous voulons quand même insister sur cet élément au niveau des prêtres, au niveau des pasteurs. J'ai lu que certains pasteurs voulaient qu'on vaccine tous les pasteurs. Je crois que l'élément le plus important n'est pas de vacciner tous les pasteurs. Avant de vacciner les pasteurs, ils doivent avoir un comportement responsable et se dire, en période d'épidémie, on doit arrêter les pratiques d'imposition des mains. Et je rappelle aussi que dans l'épidémie de l'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de marabouts et d'autres personnes en fait qui sont décédées en essayant donc de nier la maladie. Donc Ebola est une réalité. Ebola n'a rien de surnaturel. Ebola n'a rien de paranormal. Ebola est une maladie qui est causée par un virus. C'est une maladie qui est guérissable lorsque les patients sont pris en charge très tôt. Le taux de survie est très important. Nous avons des molécules qui ont prouvé leur efficacité dans la prise en charge d'Ebola. Et pour tous les contacts à haut risque et même les autres contacts, nous avons un vaccin qui a fait ses preuves, le vaccin Merck, donc en une dose. Lorsque les personnes sont vaccinées rapidement, donc on peut prévenir la survenue de la maladie à virus Ebola. Donc voilà un petit peu en quelques mots les précisions que je voulais adopter et partager avec vous. Je tiens aussi à rappeler ma circulaire de la semaine dernière qui était concernant la vaccination. Donc il n'y a qu'un seul vaccin qui est autorisé durant cette riposte, c'est le vaccin de la firme Merck. Ce vaccin est utilisé depuis le début de la riposte. Il a prouvé un taux d'efficacité de près de 99%. Il permet de donner une protection. Lorsque les malades sont vaccinés dans les 2-3 jours
qui suivent l'exposition au virus, ils donnent une protection qui est extrêmement efficace. Donc voilà, c'est sur ces mots que j'aimerais terminer ce point de presse. Je suis vraiment ouvert à répondre à toutes vos questions, mais je souhaiterais aussi que chacun d'entre vous, au niveau de la presse, vous relayez les messages à la population, surtout en leur disant bien, s'il y a un membre de la famille ou un ami qui revient d'une zone où il y a Ebola, s'il est symptomatique, il faut former le numéro vert. Si toute personne qui est contact doit accepter de se faire vacciner et accepter de se faire suivre pendant 21 jours. Pour tous les décès de la ville de Goma, nous allons demander au gouverneur et aux autorités sanitaires d'exiger en fait, avant l'autorisation d'enterrement, qu'il y ait un test swab qui soit effectué pour s'assurer que le malade est bien décédé d'une autre cause que la maladie à virus Ebola. Et alors, dernièrement, donc réinsister auprès de tous les professionnels de la santé, de tous les soignants, d'absolument être vigilants, d'être attentifs aux symptômes, de ne pas minimiser et en tout cas de prendre exemple sur leur collègue qui a certainement fait un acte héroïque et qui probablement a sauvé une grande partie de la population ici à Goma. Je vous remercie. Des échanges avec les pays voisins. Je crois que ce sera un peu laissé à l'appréciation de chaque pays, mais nous sommes en contact avec les différents pays justement pour qu'il n'y ait pas de mesures contraignantes excessives, mais qu'on renforce plutôt la surveillance. En ce qui concerne la déclaration d'urgence de santé publique de portée internationale, ça ne change rien en termes de stratégie de la riposte. Nous allons continuer avec la mise en œuvre du plan stratégique numéro 4. Il faut savoir que dans la riposte contre Ebola, quoi que certains disent, il n'y a pas 100 stratégies. Il n'y a qu'une seule stratégie pour combattre la maladie à virus Ebola, c'est une série d'activités à faire autour de chaque cas. Il faut identifier les contacts, vacciner les contacts, désinfecter, respecter les mesures d'hygiène générale de lavage des mains dans les lieux publics. Et ce sont ces mesures-là et le traitement des cas, ce sont ces mesures-là qui permettent de contenir l'épidémie. Ce qui change dans une épidémie, c'est le contexte. Donc, il faut toujours adapter les activités à l'environnement. L'épidémie de Mangina n'a rien à voir avec l'épidémie de Bunia, n'a rien à voir avec l'épidémie de Beni. Il faut toujours avoir une riposte qui est agile, qui est adaptée au contexte et à l'environnement. Et dans un environnement sécuritaire, les activités, bien sûr, ne seront pas déployées de la même façon que dans un environnement où il y a une bonne appropriation des mesures par la population. Donc, il n'y a qu'une seule stratégie qui doit être flexible, adaptée au contexte. Il n'y a pas 100 stratégies pour mettre fin à la maladie à virus Ebola. Donc, il y a une série de mesures et il y a une appropriation à avoir par la population. Qui ont été les personnes qui étaient en contact avec ce malade. Donc ça correspond à ce qu'on appelle le premier cercle. C'est ce cercle-là qu'on appelle les contacts à haut risque. C'est ceux-là qu'il faut identifier, ceux qui étaient avec lui dans le bus, ceux qui étaient proches avec lui de la famille, ceux qui l'ont pris en charge à l'hôpital. C'est ça qui correspond en fait le premier cercle. Ce sont ceux-là qui sont les premiers exposés, et donc tous ceux-là ont été vaccinés. Il y a ce qu'on appelle toujours aussi, par mesure de sécurité, le deuxième cercle qu'on vaccine également, ce sont les contacts des contacts. Et ce cercle, nous sommes toujours en train d'interroger les personnes par mesure de précaution pour faire justement ce deuxième cercle élargi des contacts qu'on va vacciner pour réellement s'assurer qu'on casse la chaîne de transmission du virus. Alors, en ce qui concerne les vaccinations au Rwanda, je pense, je n'ai pas les informations exactes, mais c'est probablement la vaccination des professionnels de la santé. Hein. Des professionnels de la santé, tout comme ici à Goma, on avait des